Assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bonjour, plutôt bonsoir. Je vais commencer dans la problématique du Yémen par mettre le Yémen dans le cadre du printemps arabe. Le printemps arabe a touché 5 pays, y compris le Yémen. Dans ma typologie du printemps arabe, j'ai un livre, le premier c'est en arabe de 2015, de Tunis à Damas, le dossier secret du printemps arabe. Le deuxième aussi en arabe, l'automne du sang arabe, Daesh et ses consoeurs. Et le troisième, c'est en français, 2017, mars 2017, du printemps arabe à Daesh. Donc, dans le cœur du sujet, le printemps arabe, j'ai une typologie. Il y a le cas de la Tunisie, l'Égypte à part, puis le cas des 3 autres pays à part. Ça veut dire la Libye, le Yémen et la Syrie. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle théorique pour comprendre la révolution. La révolution se caractérise par ce que nous appelons situation révolutionnaire, revolutionary situation. Là, ce sont les 4 semaines qui ont fait tomber Ben Ali ou les 3 semaines qui ont fait tomber Moubarak. Cette situation révolutionnaire se caractérise rapidement par 3 facteurs, simultanément, en même temps. Premièrement, la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réforme, mais tout court, le départ du régime. Dégage. Deuxième point qui est très intéressant, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisième point déterminant aussi dans le succès révolutionnaire, c'est la position de l'armée. On a besoin soit de la neutralité de l'armée ou de la trahison de l'armée vis-à-vis du pouvoir. À ce moment-là, c'est une situation révolutionnaire complète et le régime tombe. Le Yémen, qu'est-ce qui s'est passé au Yémen? Pour la radicalisation de l'opposition, oui, il y a une partie. Mais Ali Abdallah Saleh a aussi une belle partie de la population yéménite qu'il a défendue jusqu'à le dernier jour pour des raisons si complexes. Je veux dire des raisons tribales qu'on n'a pas en Tunisie ou en Égypte. La même chose peut-être en Libye. Deuxièmement, les divisions au sein des élites au pouvoir, là on l'a eu au Yémen. Troisièmement, c'est l'élément déterminant, comme on a dit, dans tous les processus révolutionnaires, c'est la position de l'armée. Ce qui s'est passé avec l'armée yéménite, elle-même, elle s'est divisée. Pas uniquement les élites politiques. Dans le cas où l'armée se divise, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile. Parce que l'État, comme disait Max Weber, n'a plus le monopole légitime de la violence. Il y a plusieurs monopoles de la violence. C'est l'exception yéménite. Alors la guerre civile, évidemment, chaque parti va mobiliser ses ressources. Et qu'est-ce que ça va nous conduire vers où? Vers la fragilisation de l'État. Et quand l'État devient fragile, qu'est-ce qui se passe? Le terrorisme prospère. Regardez la carte, le terrorisme Afghanistan, Mali, la Libye, Somalie, le Yémen, où l'État est disloqué, fragilisé, on n'existe plus, où le terrorisme prospère. Avant, on parlait d'Al-Qaïda au Yémen, aujourd'hui, on parle aussi de Daesh au Yémen. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi pendant la fragilisation de l'État? C'est l'intervention étrangère massive. Parce que souvent, il y a les services secrets, la fameuse contre-espionnage, qui empêche les États étrangers de s'intervenir dans les affaires internes de n'importe quel État. Là, c'est le commencement des problèmes du Yémen. Évidemment, Ali Abdallah Saleh, c'était un allié historique de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est son ennemi juré, ça s'appelle Noir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la destitution où Ali Abdallah Saleh a quitté le pouvoir parce qu'il était victime aussi d'une tentative d'attentat. Il a été hospitalisé en Arabie Saoudite et en même temps, on a cherché Abdelhadi Mansour, qui n'était pas élu démocratiquement, évidemment. On est loin de la légitimité, on va parler de la légitimité, et ce qui s'est passé, c'est un vide. Les Yéménites ont essayé de trouver une solution interne. C'est toujours comme ça au Yémen. Il y a des tribus, ils ont leur propre démocratie.
c'est l'approche anthropologique. À l'hôtel Mozambique à Sanaa, ils ont trouvé un compromis. Les Saoudiens ont dit non, c'est l'intervention militaire massive. Alors, le concept de la légitimité, parce que l'intervention massive de l'Arabie Saoudite, les bombardements qui durent depuis 3 ans, se sont basés sur le concept de la légitimité. Max Weber distingue entre 3 légitimités. La légitimité charismatique, Napoléon Bonaparte, Nasser, autres, Fidel Castro, la légitimité traditionnelle, la monarchie, et la légitimité rationnelle qui est la démocratie. Aussi, les Saoudiens ont parlé de ce clivage chiite et sunnite. Attention, c'est une bombe à retardement. On n'avait pas ce clivage sunnite-chiite. C'était des problèmes historiques, des hostilités historiques. D'ailleurs, je vais vous donner un contre-exemple qui va tout casser. Vous connaissez le Yémen, c'était 2 Yémen. Le Yémen du Sud, colonisé par la Grande-Bretagne, et sa capitale c'est Aden, et le Yémen du Nord, c'est sa capitale Sanaa. Le Yémen du Nord était monarchiste. L'imam, c'est Chihi Zaidi, 3e imam, et il y a une révolution républicaine, dirigée par des officiers libres de l'armée, contre l'imama, donc pour instaurer la République. L'Arabie Saoudite est intervenue en faveur de l'imam, ça veut dire de la monarchie, contre Nasser, le sunnite égyptien, qui a envoyé son armée afin de soutenir les républicains. Donc, regardez les alliances. L'Arabie Saoudite, qui se présente aujourd'hui comme le bastion ou la garantie du monde sunnite, l'Arabie Saoudite établit des liens de coalition et d'alliance avec les chiites et les yémenites, ça veut dire l'imam, et avec l'Iran de Shah aussi, avec l'Iran chiite, contre Nasser le sunnite. C'est un exemple fort qui casse toute approche confessionnelle. On ne peut plus parler aujourd'hui de chiites et de sunnites, puisqu'il y a eu d'autres contre-exemples historiques. Alors maintenant, on a beaucoup parlé, vous connaissez un politologue américain qui s'appelait David Easton, c'est le patron de l'analyse systémique, toujours il dit à un régime pour qu'il résiste, il persiste dans le temps, il faut des inputs et des outputs. L'input, ça veut dire ceux qui renforcent le régime de l'extérieur, les outputs, les problèmes qui l'affaiblit. Et David Easton, il disait toujours, qu'est-ce qui se passe au sein du régime politique? C'est une boîte noire. On ne s'intéresse pas à de quoi il s'agit. Or, évidemment, plus tard, Charles Tilly, l'école américaine, anglo-saxonne, il lui a répondu non, nous, on s'intéresse beaucoup à cette boîte noire, surtout les divisions au sein des élites au pouvoir. Comme il y a eu des conflits au sein du Yémen, mais il y a aussi des conflits très graves au sein du système politique de l'Arabie Saoudite. Évidemment, les masses médias n'en parlent pas trop, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, le ministre de la Défense qui a déclenché la guerre du Yémen, c'est qui? C'est Mohammed bin Salman. À l'époque, il avait 29 ans. 29 ans, très jeune. Parce que l'Arabie Saoudite, on l'aime ou on ne l'aime pas, a eu toujours, à part évidemment le fondateur qui a utilisé la violence armée afin de fusionner et créer son État en 1933, depuis, les rois saoudiens, ils ont toujours évité les conflits militaires. Ils ont la diplomatie d'échec jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire payer d'échec, chercher des alliés, on les finance ensemble. Mais jamais la guerre. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a tout fait afin de ne pas avoir une armée de combat. Une armée de combat, c'est la première guerre. Se livre l'Arabie Saoudite. Depuis sa création finale en 1933. Donc, qu'est-ce qu'il veut, ce jeune qui a 29 ans? Il a des problèmes au sein de la famille royale. Tout d'abord, il y a eu un premier coup du palais. Le premier coup du palais, c'est avec l'arrivée
du roi Salman en chassant le prince héritier qui est Megrem bin Abdelaziz. Megrem bin Abdelaziz a été chassé du trône, ça ne devenait plus prince héritier, et on l'a remplacé par qui? Par Mohamed bin Naïf, le ministre de l'Intérieur. Et puis le troisième, le vice-prince héritier, c'est Mohamed bin Salman. Deuxième coup au palais, c'est le 21 juin 2017, Mohamed bin Salman a réussi son deuxième coup de palais en chassant Mohamed bin Naïf, qui a environ 59 ans. Mohamed bin Naïf, il était contre la guerre du Yémen. Mohamed bin Naïf aussi, il était contre les hostilités avec Qatar. Donc, il y a un problème à l'intérieur de la famille royale. Il y a un jeune qui n'est pas l'aîné de son père, le roi. Non, non, il n'est pas l'aîné. Les aînés ont été écartés. Mais c'est le préféré de la dernière épouse du roi. C'est toujours le chou de la dernière épouse du roi, c'est lui qui a cette position. Donc, le prince Mohammed bin Salman cherche une légitimité dont Max Weber en parlait. Max Weber nous a parlé de trois légitimités. La légitimité traditionnelle, la légitimité rationnelle, c'est-à-dire les élections, il n'y a pas d'élections, donc la légitimité charismatique. Et pour être un chef charismatique à travers l'histoire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des guerres. Napoléon Bonaparte est un chef charismatique. Nasser est un chef charismatique. Charles de Gaulle est un chef charismatique. Ceux qui ont participé et ont dirigé des guerres, ils deviennent des chefs charismatiques. Donc c'est une légitimité à l'intérieur. C'est pour cela, malgré les pertes énormes de l'armée saoudienne, qu'on a vu quitter leur poste, parfois ils ne veulent pas même livrer des combats, à la frontière surtout, malgré tout ça, ils ne trouvent pas des issues parce qu'ils pourraient tout perdre. N'oublions pas aussi que le ministère de la Défense saoudien est une mine d'or pour l'enrichissement du ministre de la Défense. Nous connaissons tous le scandale, l'histoire des contrats d'AB System en Grande-Bretagne, où les Saoudiens ou les Britanniques ont gonflé les factures afin que le prince Khaled bin Sultan puisse avoir à cette époque sa commission et ses commissions. Pour que le prince pourrait avoir des centaines de milliards de dollars, et il faut des commissions énormes dans ces contrats. Nous connaissons aussi l'histoire, comment Tony Blair a freiné la justice britannique, il a dit, pour sauver les jobs, comme il a dit. Donald Trump, jobs. Tony Blair a dit la même chose, jobs. Pour l'économie britannique, on arrête ce processus juridique, malgré le scandale. Donc, ce sont des facteurs internes au sein de cette famille, parce qu'on ne sait pas la situation, elle va aller où aujourd'hui. Peut-être demain, il sera destitué, Mohamed bin Salman, qui a déclenché, parce que c'est lui le responsable de cette guerre. Les autres princes, ils ont dit non. Talal ibn Abdelaziz, non. Mohamed Naïf, non. Ibn Abdelaziz, non, ne sont pas solidaires dans cette guerre. Alors, les facteurs externes, évidemment, l'Arabie Saoudite a une stratégie au sein de la péninsule arabique, c'est qu'il a dominé. Et vu aussi le facteur démographique, je dirais peut-être que c'est légitime, parce que quand on voit la péninsule arabique, on a quoi? On a 30 millions saoudiens, tous les autres 5 pays du Golfe n'y passent pas 5 millions. En Arabie Saoudite, on a sur 30 millions, on a 5 millions qui vivent au-dessous de cette pauvreté. On a le Yémen. Le Yémen, c'est la seule puissance démographique, ça veut dire 25 millions, qui pourrait menacer la domination démographique de l'Arabie Saoudite sur le reste de la péninsule arabique. Alors l'Arabie Saoudite aussi pense que l'Iran est en voie d'expansion, l'Irak, au Liban, en Syrie, au Yémen, et le Yémen est considéré comme son espace vital. Parce que quand on voit la carte, on voit, c'est vrai qu'il y a des frontières entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, mais aussi l'Oman a une frontière avec le Yémen. Et on va voir dans la conclusion comment les Omanais ne sont pas contents du tout de ce qui se passe dans cette région. Donc pour
Voilà, pour terminer, justement, parce que quand on est là, toujours on demande des solutions. La solution, elle est là, elle a existé pendant la conférence du Mozambique à Sanaa avant le déclenchement de la guerre. Les Yéménites ont trouvé une solution pacifique, politique entre eux. La solution est toujours politique, pas militaire, ce qui est sûr. Donner une chance à Oman, qui a joué un grand rôle plusieurs fois, afin de trouver un point commun, afin de trouver une négociation. Finalement, on peut parler que de la cohabitation, parce qu'on entend Zaidi, Chiride, et alors, personne ne va éradiquer l'autre. Tout le monde doit se cohabiter ensemble. On a l'exemple, je suis algériologue, j'ai travaillé 25 ans en Algérie. Finalement, après une décennie noire, les années 90-90, les Algériens, Bouteflika, décrété la réconciliation nationale et les terroristes dans les montagnes, ils sont descendus et puis on a trouvé un arrangement pour mettre fin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est absurde et il faut vraiment que les Yéménites arrêtent cette guerre et surtout faire barrage à toute intervention étrangère, parce que ces interventions étrangères, ce n'est pas pour la démocratie. Le Koweït est une démocratie, mais pas l'Arabie Saoudite. Oman doit jouer aussi un rôle, elle est en train de jouer un rôle, donc il faut lui donner une chance.